Bonjour à tous, ou rebonjour à tous. On attend quelques personnes qui vont encore rentrer dans la salle pour se lancer. Donc, troisième conférence de la journée sur le Festival Imprimé. On va parler désobéissance civile et écologie. On en a pour 1h15. Mimi Servant, tu es journaliste et cofondatrice de Climax. Et je vais... Comment ? Rédactrice en chef aussi, excuse-moi, du magazine Fanzine. On dit Fanzine, magazine Fanzine Climax. Je te laisse lancer le débat. Après la conférence, n'hésitez pas à passer sur les stands qui sont à l'étage si vous voulez voir un petit peu les différents partenaires, les différents médias qui sont exposés, ainsi que notre libraire partenaire, le Pavé dans la Marge, qui vous proposera d'acheter toutes les revues et les livres qui sont présentés par nos invités pendant les conférences. Bonne conférence. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on prendra un moment à la fin pour les questions, donc n'hésitez pas à noter vos questions, surtout on est très preneurs. Peut-être un mot pour l'introduction, dire que je suis assez contente de faire cet événement aujourd'hui sur cette thématique-là et d'avoir eu la chance d'en faire la modération. C'est vrai que la question de la désobéissance civile, alors est-ce qu'elle est plus régulière ces derniers temps, enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a plus d'actions de désobéissance civile ou est-ce qu'elles sont plus médiatisées? La question, on se la posera aussi tout à l'heure, mais parler de son traitement médiatique aujourd'hui, alors après une année, l'année 2022, où il y a eu quand même beaucoup d'opérations qui ont été médiatisées, et dont certaines mal médiatisées pour la plupart. Je pense aux interventions dans les musées avec les jets de peinture ou les militants qui se sont collés, il y a eu un traitement médiatique un peu biaisé, on pourra en reparler. Il y a toutes les opérations qui se sont faites sur les événements de type Roland-Garros ou sur les bâtiments publics. Il y a eu un peu une succession d'événements comme ça qui ont été traités tous un peu de manière uniforme. C'est à se demander si ça a du sens forcément de ne pas rentrer dans le détail sur ces différentes formes de désobéissance civile. Et surtout, il y a eu donc ces derniers jours, tout particulièrement, les événements de Sainte-Soline, dont on pourra reparler peut-être dès l'introduction pour avoir un exemple un peu qui nous fera un fil rouge sur tous les échanges. Pour vous dire un petit peu rapidement la manière dont ça va se passer, l'idée c'était d'avoir un peu une première partie sur un peu un état des lieux, donc avec Sainte-Soline, et après en général sur peut-être redéfinir précisément ce qu'est la désobéissance civile et quels sont les différents types de désobéissance civile. Après, rentrer un peu plus précisément, parce qu'on est au Festival Imprimé aussi, sur vraiment son traitement médiatique. Qu'est-ce que ça dit en fait de la perception de la société de ce type de manifestation, enfin en tout cas de procédé. Et en dernier, après, aller un peu plus loin sur justement quelles sont vraiment les grosses tensions soulevées par cette désobéissance civile et son traitement médiatique, notamment sur la manière dont on parle de la violence, où est-ce qu'elle est vraiment entre la violence réelle, la violence symbolique, qui est vraiment désobéissant? Est-ce que ce sont ceux qui font des actions de désobéissance civile ou est-ce que ce sont ceux à qui ils s'en prennent? Voilà, on essaiera d'en venir jusque-là. Peut-être pour commencer, je vous présente 3 invités. Léna Lazare, qui est porte-parole de Youth for Climate. Ah, tu pourras préciser peut-être. Et qui est à l'origine des grèves pour le climat. Mais tu peux préciser si tu veux. Ouais, non, mais c'est parce que ça a été beaucoup dit dans les médias, parce que voilà, je fais partie des gens qui ont pris la parole pour le moment, mais c'est vrai qu'on est un mouvement horizontal, du coup, je me dirais plutôt membre de YFC. Voilà. Ok, parfait, membre. Patrick Maupin, qui a été une figure de Greenpeace Bordeaux pendant plusieurs décennies, donc qui est encore militant et qui aujourd'hui a aussi une casquette presse, puisque tu présides l'association des lecteurs de Politis, et je crois que tu es aussi représentant de Cepanzo, c'est ça, pour en reparler. Et donc Lauriane Cholet, à ma gauche, qui est journaliste chez Reporter, spécialiste des mouvements sociaux, et qui a aussi, Reporter est très présent sur ces questions-là. Elle était à Sainte-Soline ces derniers jours, donc peut-être que je vais lui laisser faire une petite introduction rapidement sur Sainte-Soline, que tu peux nous raconter, toi, quand tu étais sur place, ce que tu en as vu, ce que tu en as compris, et aussi la manière dont tu l'as traité dans tes articles de récap, et peut-être ce que tu as vu aussi chez d'autres médias en termes de traitement médiatique. Merci Mélie, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'étais à Sainte-Soline, mais il y avait aussi Léna qui fait partie des Soulèvements de la Terre, qui est un des collectifs organisateurs de la mobilisation à Sainte-Soline. Alors, est-ce que tout le monde sait à peu près ce que c'est que Sainte-Soline? Non.
On peut refaire un peu le point. OK. En fait, depuis quelques années, il y a une lutte dans le Marais Poitevin, donc c'est autour de Niort, contre ce qu'on appelle des méga-bassines. Alors, c'est des immenses réservoirs d'eau. Ça peut faire 10 terrains de foot. C'est vraiment quelque chose de gigantesque. C'est dédié à l'agriculture industrielle. Donc, le principe, c'est on creuse un énorme trou, on fait des énormes digues autour, on pompe la nappe phréatique en hiver pour la stocker, afin que l'eau soit disponible en été pour arroser des cultures industrielles. C'est-à-dire que ce n'est pas les petits maraîchers qui vont arroser les tomates et les salades que vous allez manger en AMAP. C'est surtout des grandes agricultures céréalières, notamment le maïs qui est extrêmement consommateur, voilà, les céréales, extrêmement consommateurs d'eau. Et qui est exporté aussi. Et donc, ça fait depuis 6 ans qu'il y a des collectifs locaux, notamment Bassines Non Merci, qui se bat sur place, en fait, qui se bat contre c'est ce qu'on appelle, dans le langage agricole de la FNSEA, des réserves de substitution. Et les militants préfèrent appeler ça des méga-bassines. Ouais. Et donc, il y a eu plusieurs... ils ont fait des marches, ils ont fait des manifestations, ils ont fait des pétitions, ils ont fait des dizaines de recours en justice. D'ailleurs, certaines de ces bassines construites sont illégales et exploitées illégalement. Et donc, en fait, il y a eu... la mobilisation a quand même été crescendo. Et depuis quelques temps, il y a énormément de gens. Donc la dernière mobilisation qui était samedi dernier, donc ça fait une semaine maintenant, à Sainte-Soline, donc toujours dans le Marais Poitevin, pas très loin de Niort, où il y avait 30 000 personnes selon les organisateurs, 8 000 selon la police, je crois, 6 000, ce qui est une aberration, parce que en fait, même quand on n'est pas d'un côté ou de l'autre, il y avait des foules interminables de gens dans les champs. Moi, j'avais jamais vu une si grosse manif dans des champs, quoi. Et donc, il y a eu une répression, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés. Le but, c'était d'entrer dans cette bassine. Donc, il y a un cratère d'eau. Il n'y a même pas d'eau dedans, d'ailleurs. Donc, pour l'instant, c'est des digues, un énorme trou d'eau dans lequel ils vont mettre une bâche en plastique, puis pomper dans la nappe phréatique pour mettre de l'eau. Donc là, pour l'instant, elle est en construction, donc il n'y avait que un cratère de terre. Et ils avaient mis 4200 policiers, gendarmes, CRS, on a même vu des camions de l'armée autour, pour empêcher les gens d'entrer. Et il y a eu des affrontements d'une violence inouïe, vraiment, avec énormément de blessés. Donc il y a eu plus de 200 personnes blessées. Enfin, peut-être Léna, tu pourras refaire le compte. Avec notamment un homme qui est entre la vie et la mort, qui s'appelle Serge. Et ça a vraiment été d'une violence inouïe et ça a choqué beaucoup de gens du mouvement écolo. Et dans la presse mainstream, ça a été présenté comme des black blocs qui vont casser du flic pour on ne sait pas trop quoi. Et ça, c'est assez étonnant parce que notamment Alors, je vais prendre l'exemple de Serge, ce militant qui est entre la vie et la mort, qui a reçu une grenade sur la tête, c'était une Gli F4. Oui, il s'est pris une GM2L. Ouais, les Gli F4, ça n'existe plus, mais en gros, c'est les successeuses des Gli F4. Et du coup, il y a toujours des substances explosives dedans, donc c'est un peu le même type de grenade qui avait tué Rémi Fraisse déjà, quoi. Et c'est classé comme des armes de guerre par l'ONU, même si l'État le dément actuellement. Voilà. Et du coup, directement, on va parler du traitement médiatique de l'affaire. BFM a dit c'est un fichier S, c'est un délinquant. Donc, évidemment, quand on dit fichier S, ça fait très peur. On a l'impression que c'est un terroriste, qu'il a tué des gens, etc. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il est fiché S parce que c'est un militant, en fait, un militant dit d'extrême gauche, toulousain, donc qui est très engagé dans différentes causes. Et il y a eu une affaire juridique en 2011. En fait, il y a un groupe de gens qui ont tagué et jeté du lisier, donc du caca de vache, dans les locaux d'une brigade, la direction interrégionale de la protection judiciaire. Donc en fait, c'est l'administration qui s'occupe d'incarcérer des mineurs, et évidemment, elle le fait très mal. Donc c'était un groupe de gens qui voulaient dénoncer ça. Il y a eu une énorme enquête, il y a eu plusieurs personnes interpellées en garde à vue, dont Serge, sauf qu'en fait, il a été complètement disculpé. Donc au final, l'affaire étant que cet homme aurait jeté du caca de vache dans une administration, mais la justice a dit qu'il n'était absolument pas coupable.
Et moralité, on le présente aujourd'hui comme un énorme délinquant dans la presse. Donc il y a eu, alors après, il y a eu un contre-discours que certains médias ont essayé de porter, notamment Reporter, pour expliquer qui était cet homme. Enfin, qui est cet homme il est guide de montagne, amoureux de la nature, notamment c'est l'association des guides où il travaille en Corse, qui a publié un communiqué de presse pour dire que c'était un homme hyper gentil, hyper dévoué, et que ça n'avait rien d'un espèce de monstre qui était aujourd'hui, comment il est décrit comme ça dans les médias, en fait, pour faire peur. Et le but, en fait, c'est de criminaliser le mouvement écolo. C'est très simple, en fait, c'est de dire ce sont des monstres, ils ne veulent juste que tuer du flic, et c'est occulter complètement le fond du débat qui est la question de l'eau, en fait. Et donc, au final, dans les médias, au lieu de parler de quelle agriculture on veut pour demain, comment on va mieux répartir l'eau pour les agriculteurs, on ne parle que fichier S, pas fichier S, qui sont les black blocs, etc. Et en fait, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, pardon, j'étais un peu longue, mais du coup, comme ça, tout le monde sait de quoi on parle aujourd'hui sur Sainte-Soline. Peut-être justement pour compléter, Léna, tu peux aussi donner ton point de vue sur cette question-là et en profiter peut-être pour rappeler, enfin définir la désobéissance civile et dire en quoi Sainte-Soline est un bon exemple aussi de désobéissance civile, tout simplement. Merci Lauriane, je pense que tu as bien résumé. Enfin, moi, je prends la parole pour les soulèvements de la Terre. Donc là, j'ai passé la semaine à répondre sur des plateaux, etc., qui étaient totalement indécents, en fait, parce qu'en effet, on voit bien que l'État est acculé, qu'il a fait des choses très graves quand même, et que donc il essaie de légitimer à tout prix le fait qu'il y ait 40 blessés graves et une personne encore dans le coma. Et je pense que c'est hyper inquiétant ce qui se passe. Et on a vu les nombreux mensonges de l'État et comment ils s'enlisent aussi dans les mensonges, quoi. Enfin bon, bref, on pourra parler de ça en détail, même après en discuter toutes et tous ensemble. Et je pense que c'est pas la première fois que ça arrive, en fait. Enfin voilà, il y a eu Rémi Fraisse, il y a eu aussi Vital Michalon dans les années 70, lors de la... De quoi ? Juillet 77, merci beaucoup. Enfin voilà, il y a déjà eu des morts lors de manifestations et où je pense que on pourrait faire pas mal de liens, en fait. Les procédés médiatiques, ils sont toujours les mêmes, voilà, pour justifier que la police apparemment a droit de vie ou de mort sur des militants. Et donc oui, nous dans la campagne contre les méga-bassines, ça fait 1 an et demi qu'on fait des actions de désobéissance civile, qui sont des actions d'occupation de chantier, mais aussi des actions, en fait, des manifestations où on manifeste tous ensemble, mais on porte aussi des gestes impactants envers ces méga-bassines qui, comme l'a dit Lauriane, enfin, il y en a 5 qui ont été jugées illégales. Enfin, les propriétaires sont encore en train de pomper de l'eau. Donc en fait, nous, face à ça, on sait et face du coup à... Enfin, très clairement, en fait, dans le Marais Poitevin et puis maintenant à l'échelle nationale, les gens sont quand même fortement opposés à ces méga-bassines qui sont aussi décriées par la très grande majorité des scientifiques qui bossent sur les questions d'hydrologie. Face à ce constat-là, on s'est dit, en fait, maintenant, il faut qu'on démonte par nous-mêmes, en fait, ces méga-bassines. Et on a fait de nombreuses actions. Voilà, nous, ce qu'on qualifie de désarmement et pas de sabotage, parce que nous, on considère qu'on désactive une arme, voilà, qui est braquée sur nous. Et là, à Sainte-Soline, l'idée, c'était de démanteler toutes les canalisations de la méga-bassine. Il y a 18 km de canalisation donc, qui pompent dans les nappes aux alentours. C'est ce qu'on a fait. Et à côté, on s'est dit, il faut qu'il y ait un geste symbolique aussi pour les gens qui n'ont pas forcément envie de prendre de risques juridiques, qui sera d'encercler cette méga-bassine. Mais en fait, toute la manif était un peu un geste de désobéissance civile parce que notre manifestation a été interdite. Mais bon, ça, je trouve ça assez choquant parce que manifester, c'est un droit fondamental. Et en fait, manifester, ça ne devrait jamais être de la désobéissance civile. Mais du coup, la désobéissance civile... peut-être que Lauriane ou toi, vous pourrez parler vraiment des fondements de taureau, etc. Mais en gros, c'est désobéir aux lois face à une injustice, en fait, et considérer qu'on n'a pas d'autre choix, en fait, que de dépasser le cadre légal qu'on nous donne dans le cadre d'une contestation pour faire avancer les choses. Et en effet, voilà, on a vu ces dernières années de nombreuses actions d'occupation, de sièges d'entreprise, de blocage. Après, il y a de la désobéissance civile plus symbolique. Et nous, c'est vrai que via les soulèvements de la Terre, on marque,
on va un petit peu plus loin puisqu'on revendique donc ces actions de dégradation matérielle qu'on considère tout à fait légitimes face aux ravages écologiques en cours. Et ouais, je sais pas si quelqu'un veut ajouter. Ouais, c'est très clair. Bah, c'est effectivement une action jugée illégale par des manifestants qui jugent que la loi est injuste en fait. Peut-être Patrick, tu peux nous donner aussi ton point de vue sur cette question-là en tant que militant pendant plusieurs décennies auprès de Greenpeace. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi le point de Léna sur... Enfin, après, on pourra rentrer dans le détail de quels sont les types d'actions qui rentrent dans la désobéissance civile, mais avant, peut-être rappeler que déjà, la désobéissance civile n'est pas forcément un mouvement tout neuf, et aussi que c'est pas forcément donné à tout le monde. Comme tu le disais, Léna, tout le monde n'a pas forcément le luxe, entre guillemets, même si c'est un peu bizarre de parler de luxe, mais de pouvoir aller en garde à vue, ou en tout cas de prendre certains risques. Donc voilà, ça peut valoir le coup de remonter sur ce sujet-là. Je crois que Patrick, toi, tu as toujours un peu oscillé entre les deux. Enfin, tu as travaillé avec des personnes qui menaient des actions de désobéissance civile sans pour autant forcément aller toujours au bout personnellement. Oui, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que, évidemment, s'agissant de toute la question de la désobéissance civile, quand tu t'affrontes, je dirais, d'une manière relativement régulière à la façon dont les lois sont prises, dont les lois sont appliquées, à un moment donné, compte tenu d'un certain nombre de catastrophes. Alors moi, pour faire le vieux schnock, parce qu'évidemment, je suis le plus vieux, je pense, dans cette enceinte presque, c'est vrai que moi, je me suis construit, si tu veux, par rapport à tout un tas de catastrophes industrielles récurrentes. C'était notamment, évidemment, dans les années 60, 65, 70 et autres. Quand tu vois, par exemple, les catastrophes pétrolières qui n'ont pas arrêté de ravager la planète, qu'il s'agisse... évidemment, ça doit être 67, le Torrey Canyon, ensuite le Prestige sur les côtes de France, la Moco Cadiz. Et donc, quand tu vois ça et que tu vois des gens qui s'expriment en disant oui, vous comprenez, c'est vraiment grave ce qui se passe, mais vous inquiétez pas, oui, on sait, mais on va faire quelque chose. Et quand il y a la récurrence de ce type de choses, si tu rajoutes là-dessus évidemment des explosions style l'usine de Bhopal en Inde, Seveso en Italie, à un moment donné, tu te dis, mais attends, il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien là. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as, donc ça, ce sont des faits, et encore des faits, avec donc des tas de morts, des tas d'impacts sur l'environnement, et pendant ce temps-là, tu as des gens, comme ça, droit dans les yeux, là, qui te disent, oui, alors c'est très grave, vous avez raison, mais vous inquiétez pas, on est en train de prendre des mesures. Donc, à un moment donné, tu te dis, non, il y a quelque chose qui ne coïncide pas avec la façon dont, normalement, en tant que citoyen, tu estimes que la loi doit être appliquée. Et donc, à ce moment-là, effectivement, c'est à l'époque où je suis passé à Greenpeace. Après, sur la question, évidemment, de la désobéissance civile, c'est vrai que c'est à la fois une démarche personnelle et collective. C'est-à-dire que, évidemment, ça signifie que tu dois aller au-delà de la limite légale telle qu'elle est. Et après, tu as tout le fameux débat entre la légitimité et puis la légalité. Donc, évidemment qu'au niveau de Greenpeace, on s'estimait légitime à intervenir donc, au-delà de la légalité. C'est ce qu'on a fait très souvent, comme vous le savez tous, notamment par rapport aux centrales nucléaires, mais pas que. Des cargos venus décharger des OGM et autre chose. Mais c'est vrai que c'est une question fondamentale qu'on ne peut pas régler d'un trait de plume. C'est-à-dire que moi, comme je l'ai dit, comme tu le sais, là, puisque tes collègues de rue 89 m'ont interrogé il y a un an, c'est vrai qu'il y a un moment où il faut prendre une décision entre, évidemment, soutenir cette désobéissance civile et puis où toi, individuellement, tu vas. Avec, évidemment, comme on est tous évidemment pétris de contradictions, si tu veux, il y a cet impératif de, à un moment donné, il faut effectivement choisir. Sauf que, comme tu le disais un peu, c'est pas que c'est un luxe, mais c'est vrai que derrière, ça signifie un certain nombre de choses. Quand tu vis d'une façon relativement, je dirais, inscrite dans un milieu professionnel avec un certain nombre de charges et autres, c'est vrai que, à la limite, c'est peut-être la provoque, ce que je vais dire, c'est un peu moins simple que, évidemment, d'être, je dirais, un jeune qui n'a pas trop de responsabilités ou autre. Même si c'est un peu provocateur, ce que je vais dire là.
Mais Après, il y a aussi tous ceux qui sont déjà, qui craignent plus aussi la répression policière que d'autres et qui sont forcément plus vulnérables par rapport à ça. Enfin, ça s'applique à beaucoup de... Oui, tout à fait. Après pour autant, bon, si tu veux, j'ai pas attendu après évidemment un certain nombre de mouvements de violence entre guillemets, enfin si tant est qu'on puisse appeler ça violence, pour dire que je me sens évidemment tout à fait solidaire, évidemment aussi bien des copains de Greenpeace ou d'autres qui envahissaient des centrales nucléaires que là évidemment des soulèvements de la terre. Et je crois que derrière, c'est aussi une morale qu'on peut évidemment se donner et suivre de telle manière qu'on peut quand même se regarder un peu dans la glace tous les matins, même si on n'a pas un certain nombre de faits, entre guillemets, de gloire qui nous ont valu évidemment, alors pas dans la presse mainstream, hein, comme l'a dit Lauriane, mais même dans une autre presse, d'avoir droit à des interviews ou autres. Voilà. Après, justement, ça peut valoir le coup d'enchaîner peut-être avec Lauriane. Quand on s'est parlé, tu me faisais une bonne cartographie aussi de la désobéissance civile. Il n'y a pas que des actions forcément aussi fortes que le désarmement des méga-bassines à Sainte-Soline. Il peut y avoir des types de désobéissance civile qui sont peut-être plus soft. Par téléphone, tu me parlais notamment du quiet quitting. On en a parlé récemment dans la presse. Cette manière de faire ralentir, enfin en tout cas de sous-travailler peut-être dans son entreprise, quand on est dans un groupe industriel, par exemple, de ralentir un peu les processus de l'intérieur, c'est aussi finalement une forme de désobéissance civile. Et en fait, c'est tout un éventail de... Oui, alors peut-être, toi, tu as parlé de taureau. Pour ça, je pense que c'est intéressant de refaire le point pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'origine de ce mot. Ça vient de Henry David Thoreau, qui est un auteur américain, dans un petit essai, un paru en 1849, parce que cet homme ne voulait pas payer des impôts supplémentaires pour financer la guerre au Mexique. Et c'est très intéressant parce que Thoreau, donc il a dit, moi je ne paye pas cette guerre, je suis contre, je ne la paye pas. Pourquoi il a pu le faire ? Parce que c'était un intellectuel, c'était un homme blanc, il était connu, il avait des soutiens. Et donc je rebondis un peu sur tout le monde ne peut pas faire de la désobéissance civile. Quand on est par exemple sans papier, c'est compliqué. Quand on est les personnes racisées, comme il y a des contrôles aux faciès, évidemment c'est toujours elles qui sont récupérées en manif. Donc c'est pas facile pour tout le monde. Et c'est souvent des personnes blanches quand même qui font de la désobéissance civile. Dans les collectifs militants écolos, il y a beaucoup de personnes qui sont blanches. Voilà. Donc c'est juste pour revenir un peu là-dessus. Et sur les différentes formes, effectivement, en fait, c'est si vous avez envie de faire de la désobéissance civile, vous n'avez pas forcément besoin de crever les pneus des SUV. Même si c'est arrivé à Bordeaux en 2021 avec Extinction Rébellion, ils ont dégonflé 200 SUV dans la ville. C'est pas revenu depuis. Il y a par exemple juridique, en fait, il y a beaucoup d'associations, notamment Greenpeace, la CEPANZO, qui font des recours juridiques contre des projets. Alors les bassines, par exemple, il y a eu tellement de projets juridiques, et la dernière fois, je ne suis même pas allée au bout du PDF. Il y a des manifestations. Donc toi, tu as parlé aussi des actions qui sont un petit peu connues. Vous avez vu les jets de peinture sur les tableaux, qui sont des choses... Je pense aussi, il y a une longue histoire en France quand même de désobéissance civile. Qu'est-ce qu'il y a eu récemment ? Le décrochage de tableaux d'Emmanuel Macron. Donc les gens allaient dans les mairies pour dire que le gouvernement ne faisait pas assez contre le réchauffement climatique. Je rappelle que l'État a été condamné par 2 fois pour inaction climatique, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas ses engagements de réduction de gaz à effet de serre et il doit payer des amendes assez conséquentes avec nos impôts. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est assez protéiforme, donc en fait tout le monde y trouve un petit peu son compte. Donc si on a envie de s'engager, on n'est pas évidemment obligé d'aller tout de suite détruire des pompes dans les méga-bassines en fait. Et ce qui est marrant, je me souviens quand on est rentré de la manif, il y avait des gens qui étaient un peu plus âgés, qui étaient fatigués, qui n'ont pas pu marcher les 6 ou 8 km en ligne droite. Et à mon avis, on a bien fait 15 km à courir pour éviter les CRS. Et qui nous ont applaudi, qui ont dit « Oh là là, bravo les jeunes d'y aller !» Alors qu'il n'y avait pas que des jeunes. Mais, et eux, ils sont restés en base arrière pour gérer la logistique, pour gérer la bouffe du soir pour des milliers de personnes. Et ça aussi, en fait, c'est désobéir. En fait. Quand on va soutenir quelqu'un qui fait un acte de désarmement, c'est aussi de la désobéissance civile. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez large et d'assez intéressant. Et j'ai l'impression que c'est
entre guillemets, un petit peu plus compris et accepté dans la société parce qu'on se rend compte que c'est de pire en pire en fait. C'est de pire en pire. L'État ne fait absolument rien pour enrayer la disparition de la biodiversité, le réchauffement climatique, les inégalités. Parce que ça marche aussi, en fait, moi je fais en comparaison, les manifs retraite, en fait, est-ce que les gens qui vont en manif retraite et qui brûlent des poubelles, c'est quoi? C'est de la désobéissance civile? Enfin, je sais pas comment, enfin après ça peut faire un débat, hein, c'est hyper intéressant, mais les gens en ont vraiment marre parce qu'ils voient que c'est de pire en pire. Et donc ils ont envie de s'engager, ils ont envie de faire des choses et la désobéissance civile, c'est une des voies qu'ils empruntent. Justement, Léna, dans une interview, tu disais « j'ai tout essayé avant de faire de la désobéissance civile ». C'est vrai que je trouve ça intéressant et peut-être Patrick, tu pourras rebondir aussi après, mais il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui en arrivent là, sur ce type de moyens d'action, qui ont avant testé des recours juridiques, des manifestations, des pétitions, je sais pas, enfin, il y a tout un tas toute une palette. Toi, tu es passé un peu par cette palette avant d'en arriver là, c'est ça? Ouais, carrément. Bah, je pense que je me suis politisée via l'écologie, en fait, même si il y a eu beaucoup de mobilisation étudiante et que j'ai quand même un peu participé à tout ça pendant mes études. Et c'est vrai qu'en fait, au début, on se dit, mais la situation, elle est tellement grave. Si on sensibilise, si on montre ce qui se passe, forcément, en face de nous, les personnes vont réagir. Enfin, moi, au début, c'était vraiment à toute petite échelle que j'essayais de faire pression. C'était l'administration de la Sorbonne et on était un petit groupe d'étudiants à dire, en fait, il faut qu'on ait tous des cours sur les dérèglements climatiques, qu'on soit en fac de lettres, qu'on soit en fac de sciences ou de médecine. Et des trucs vraiment basiques il faut qu'il y ait une option végétarienne à la cantine. Enfin, on était à ce niveau-là. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué de discuter, de faire avancer les choses dans l'administration universitaire. Et après, je me suis engagée avec des scientifiques du GIEC qui portaient une initiative vraiment assez lisse de financement de la transition écologique à l'échelle nationale et européenne. Et pareil, là aussi, je me suis rendu compte que c'était pas simple et que, en fait, quand on va à l'Assemblée nationale et qu'on présente le rapport du GIEC et des choses qui sont quand même, qui font consensus, et ben, il y avait beaucoup de parlementaires, qui montraient fortement, en fait, qu'ils n'avaient pas envie d'agir. Et donc, je suis partie, à la place de penser naïvement, en fait, que les choses allaient changer si on disait à tout le monde que les choses étaient graves, je me suis rendu compte que l'écologie, c'était une question de rapport de force, que comme c'est fortement lié à notre système économique et à la manière dont on exploite le vivant, en fait, depuis des dizaines d'années, et ben je me suis rendu compte qu'il y avait de la conflictualité en écologie et aussi qu'il allait falloir aller beaucoup plus loin, en fait, pour gagner des victoires, quoi. Et c'est vrai que donc petit à petit, je suis allée plutôt vers les mobilisations de terrain et vers la désobéissance civile. Et puis j'ai commencé en jetant du faux pétrole sur des banques avec attaque. Donc vraiment, pareil, un truc d'assez symbolique pour aller jusqu'à ces actions de désarmement, en fait. Et j'ai l'impression que beaucoup d'activistes écolos, c'est vrai que petit à petit, en fait, ils se rendent compte qu'il va falloir vraiment contraindre, en fait, les institutions à agir. Et du coup, ta deuxième question, c'était quoi? Non, c'était ça. Non, c'est ça. Okay. Effectivement, justement, comment t'en es arrivé là, mais ça y répond bien. Et Patrick, je sais que tu avais dit aussi dans cette interview pour 89, tu avais dit « ça m'horripile que des gens censés me représenter au sommet de l'État forment un attentat contre une asso agissant de manière légitime et pacifique » en parlant de Greenpeace. Est-ce que aussi il y a eu justement une prise de conscience aussi de cette... ça va nous permettre, en fait, cette question-là de glisser aussi vers la question de la violence, en fait, celle des manifestants qui est un peu grossie par les médias et celle des États et des institutions qui est passée sous silence. Est-ce qu'il y a eu ce sentiment un peu croissant au fur et à mesure de ton expérience chez Greenpeace? Oui, tout à fait. Enfin, disons que moi, effectivement, si tu veux, le fait majeur, ce que je racontais donc à tes collègues de rue 89, c'est évidemment l'attentat des services secrets français contre le Rainbow Warrior. Donc ça, en tant que citoyen, même si à l'époque j'étais déjà quand même sensibilisé à l'écologie, quelque chose de cette nature-là, c'est quand même complètement inacceptable. C'est-à-dire que tu as, au titre de la raison d'État entre guillemets, eh bien tu as un gouvernement qui a sciemment coulé un bateau. En l'occurrence, il y avait quand même un photographe de Greenpeace qui est décédé dans cet attentat, qui s'appelait Fernando Pereira.
Donc, à partir du moment où non seulement tu as quand même un gouvernement qui est censé te représenter, qui effectivement procède à cet attentat, premièrement. Deuxièmement, qui pendant des mois et des mois, effectivement, dénie absolument qu'il a participé et il a évidemment complètement contrôlé cet attentat. Bon, à ce moment-là, je veux dire, pour moi, ça devient plus acceptable. C'est-à-dire que je ne peux plus admettre que quelqu'un qui parle au nom de la France puisse effectivement, droit dans les yeux, dire ben oui, écoutez, voilà, parce que bon, c'était une organisation. Alors à l'époque, on ne parlait peut-être pas encore trop d'éco-terrorisme, mais on n'en était pas loin. Et en plus, c'est après ce mépris de la vérité, quoi. Moi, c'est ce qui m'insupporte le plus. Tu vois, de la même manière que bon, quand je suis dans des réunions s'agissant du nucléaire, où je suis représentant à une commission qui s'appelle Commission locale d'information sur le nucléaire, qui se trouve évidemment en Gironde et notamment dans le Blayais, puisque c'est là qu'on a une centrale. Quand tu as des gens d'EDF ou de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui te disent non mais écoutez, il n'y a pas de souci, bon, là il y a peut-être une petite fissure, enfin bon, et quand tu leur sors effectivement, y compris même des lettres de l'autorité de sûreté nucléaire, qui dit à EDF, écoutez, là effectivement, c'est pas normal, vous avez négligé pendant des mois et des mois de faire la visite de cet instrument dans le nucléaire, etc. Mais je dis, mais ça, c'est marqué quoi là? C'est marqué autorité de sûreté nucléaire? Nous, c'est marqué Greenpeace. Ah bon, c'est marqué autorité de sûreté nucléaire? Ah bon, bah alors, je sais pas, alors qui c'est qui ment là dans l'histoire? Enfin, moi, c'est vraiment ça, si tu veux, qui m'insupporte le plus, que ce soit en matière d'écologie ou même de politique. Et je rebondis sur ce que vient de dire aussi Léna, parce que ce qui me semble aussi qui est important, qui n'est jamais abordé, clairement, si tu veux, c'est évidemment le lien entre évidemment le respect de l'environnement et puis la question politique. Et la question politique, évidemment, je peux comprendre que, évidemment, bon, les mouvements écolos, ils sont peuplés de tas de gens qui peuvent aussi bien voter, je ne sais pas, PC, PS, extrême gauche, les Verts, enfin bon, peu importe. Mais d'un autre côté, c'est vrai que cette question, elle doit être quand même assez clairement posée, c'est-à-dire quel système politique et économique nous gouverne et comment se fait-il qu'on n'ait pas encore pu mettre en place un système politique et économique qui effectivement soit celui qui préserve le vivant et qui préserve l'environnement. Et ça, malheureusement, enfin, je veux dire que le panorama politique des dernières années, même depuis, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, montre qu'effectivement, on n'a pas, clairement, si tu veux, de vision politique dans le mouvement écolo qui permet d'essayer de trouver une issue politique aux valeurs que l'on défend. Si quelqu'un a la réponse, d'ailleurs, on est preneur. Mais après, je pense qu'on peut comprendre quels intérêts politiques et économiques se cachent derrière tout ça. Ce que peut-être est plus difficile à comprendre, c'est médiatiquement parlant, les médias, pourquoi en tout cas les faits sont présentés de la manière dont ils sont présentés actuellement, c'est-à-dire pourquoi cette inaction des États ou en tout cas cette désobéissance d'État finalement et d'entreprise est passée sous silence. Est-ce que c'est du mépris? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est de la méconnaissance, du manque de formation, de compréhension par rapport à ces sujets? Peut-être c'est aussi l'urgence du traitement médiatique ou l'audimat qui implique justement d'avoir du sensationnalisme. Est-ce que vous avez peut-être, Patrick, chez Politis, avec l'association des lecteurs de Politis et Lauriane chez Reporter, est-ce que vous avez des billes peut-être pour comprendre comment expliquer ça, et aussi quelles sont les bonnes pratiques que vous mettez en place, qui sont mises en place dans ces deux médias-là pour y remédier? Je pense qu'il y a beaucoup de pistes de réponse. La première, c'est que l'écologie, autrefois, c'était un sujet un peu méprisé. C'était pas aussi important que la politique ou l'économie. Et moi, quand je disais que j'étais journaliste écolo, ah bah c'est mignon, tu fais ton shampoing. Non, je ne fabrique pas mon shampoing. Enfin, en fait, je m'en fous, moi. L'idée, c'est de faire de l'écologie politique. C'est super si vous faites votre shampoing, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'était complètement vidé de sa substance subversive et un peu révolutionnaire, en fait, parce que
L'idée, c'est de changer la société, en fait. Et donc, voilà, ça, c'était un peu l'écologie, c'est un peu le petit truc qu'on donne à la stagiaire. Aujourd'hui, ils commencent à l'intégrer. Il y a beaucoup de médias mainstream qui commencent à se dire « Ok, d'accord, j'ai compris, grâce à des formations et puis grâce à ce qui se passe aussi dans la société, en fait. Les gens commencent à se dire « Ouh là là, ça va être la merde, donc il faut changer ». Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que les journalistes, c'est des gens qui font partie des classes dominantes, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire socioculturellement, financièrement. Et il ne faut pas, alors surtout quand tu es journaliste à Paris, enfin moi je n'ai pas toujours fait de l'écologie, mais tu es quand même invité partout, tu vas faire des petits déj au Ritz, et puis tu vas à l'Assemblée nationale, puis tu rencontres des hommes politiques, et donc tu évolues dans une espèce de sphère comme ça, ultra privilégiée, et tu n'as aucun intérêt à remettre en cause les fondements qui font que tu es en haut de la pyramide, en fait. Donc, au final, tu es là, oui, bon, peut-être, c'est pas terrible, mais tu peux pas dénoncer ça. Par exemple, quand tu dénonces de la corruption, toi, tu te remets pas en cause, tu te remets pas en question ton mode de vie. Alors que là, quand tu dis, bon, il faudrait peut-être moins prendre l'avion, il n'y a plus personne, en fait. Et je dis ça, et j'ai beaucoup pris l'avion, et j'ai été journaliste, et j'ai fait vraiment beaucoup de voyages à l'étranger, mais... Et en fait, ça te coûte à toi-même de te remettre en question. Donc, il faut le faire, et je pense que c'est un chemin. Les journalistes écolos dans les médias, je pense notamment, on a travaillé avec Milly sur une charte pour un journaliste dans les médias, à hauteur de l'urgence écologique. Non, c'était ça notre titre. Charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Exactement. Merci. Et donc, bref, on travaillait avec des journalistes, notamment de France Info, qui nous disaient leur solitude quand ils proposaient des sujets. Enfin, c'était dur à faire passer, alors que pour moi, c'est aussi important que l'économie, parce que l'écologie, c'est transversal, en fait. Donc voilà, je pense que ces deux points-là, c'est déjà important. Et puis peut-être un manque de formation, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs un peu techniques à comprendre, notamment sur le nucléaire. C'est pas évident à comprendre. Faut s'y plonger, quoi. Mais j'imagine que c'est la même chose que la bourse, donc ça va pas être plus compliqué. Voilà. Après, c'est vrai que sur les méga-bassines, notamment, c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, j'ai vu assez peu d'articles qui expliquaient pourquoi, fondamentalement, c'est un problème, finalement, de pomper l'eau. Même si ça tombe sous le sens, après, quand on y réfléchit, de se dire, prendre ce qui est stocké dans des nappes naturelles pour le mettre dans une bassine sous une bâche qui va s'évaporer, c'est vrai que ça fait assez peu de sens, surtout quand on sait que c'est pour du maïs à l'export. Mais il y a assez peu de médias, finalement, qui sont passés par cette phase de pédagogie-là. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. J'imagine que Patrick, sur le nucléaire, ça doit être aussi un peu le même sujet. Et c'est aussi, j'imagine, ce qui crée aussi de l'incompréhension dans la société civile, de se dire, finalement, quand on voit d'un côté des casseurs qui nous sont présentés en première ligne, et de l'autre des militaires, enfin des militaires, des gendarmes qui répliquent, c'est vrai il y a un côté lecture premier degré, et si on ne rentre pas dans ce détail de pédagogie, forcément on passe à côté du sujet, quoi. En tout cas, je trouve ça intéressant qu'on parle de la lutte contre l'agro-industrie et du nucléaire sur le même plan, parce que pour moi, il y a vraiment des dynamiques dans ces deux milieux, des lobbies, en fait, que ce soit les lobbies pro-nucléaires ou les lobbies agro-industriels, qui sont exactement les mêmes choses. Le souci aussi, c'est vraiment qu'ils viennent semer le doute et qu'ils ont des moyens... des moyens incroyables, parce que vraiment, c'est ce qu'on a dit nous ces dernières semaines, aller chercher un chercheur du CNRS qui est pro-bassine, en fait il n'y en a pas, mais par contre en fait il y a énormément de représentants directs ou indirects de la FNSEA ou de l'agro-industrie qui viennent semer le doute sur les plateaux. Moi, il y a 3 jours, je me suis retrouvée sur France 5 face à une pseudo-géographe qui en fait est une meuf climato-sceptique extrêmement liée à la FNSEA, et en fait on voit malheureusement ces gens beaucoup s'exprimer, et du coup tout le monde finit par douter, alors qu'en fait de base la situation elle est limpide. Mais c'est vrai que moi ça me questionne beaucoup aussi sur... je pense que je connais plus les mécanismes qui sont liés au nucléaire là-dessus, parce que on l'a vu avec Jean Covici qui invite des journalistes en vacances au ski pour leur expliquer à quel point c'est trop bien le nucléaire. Mais en fait, ça me questionne aussi beaucoup sur à quel point les journalistes certains journalistes finissent par avoir des doutes à cause aussi des lobbies. Et voilà, c'était juste pour pointer ça, quoi. Oui, alors en plus, si tu veux, puisqu'on parlait d'agro-industrie,
comme le rappelait Elena, ce qu'il faut quand même dire, c'est que tu as des conflits d'intérêts quand même assez fantastiques. C'est-à-dire que, bon, puisqu'il faut quand même bien reparler de la FNSEA. Bon, la FNSEA a eu pendant de très 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 nombreuses années des gens au gouvernement. Il y a même un ancien président de la FNSEA qui est devenu secrétaire d'État à l'agriculture. Alors je ne sais plus si c'était le gouvernement Raffarin ou le gouvernement d'avant. Enfin bon, je veux dire, clairement, ça signifie quelque chose, quoi. Quand tu as évidemment une instance politique qui fait venir évidemment un grand leader national d'un groupe comme la FNSEA, ça veut bien dire quelque chose derrière. Bon, comme le disait Léna, de la même manière que, en fait, s'agissant du nucléaire, bon, ben, tu as un petit groupe de technocrates de très haut niveau, évidemment, qui passent de EDF à Orano, de Orano au CEA. Après, ils s'en vont éventuellement chez Rhône Poulenc ou chez Lafarge, et puis ils reviennent. Donc, il y a cette structure quand même technocratique qui, en fait, effectivement, dirige pratiquement en dessous de ce qui nous est montré, c'est en dessous des ministres, qui dirige clairement, en fait, la quasi-totalité des décisions politiques de ce pays. Et c'est ça qui est quand même extrêmement grave. Et donc tout ça, est-ce que ça ne donne pas aussi l'impression qu'en plus d'avoir une lutte de terrain, de désobéissance civile vraiment active, physique, il y a en fait aussi une lutte de communication. Léna, je trouvais ça super intéressant quand tu expliquais qu'on ne parle plus chez vous de sabotage, mais de désarmement. Je trouve que le choix des mots est assez parlant. Je ne sais plus qui disait, il faudrait que je retrouve la référence, mais vous pouvez chercher, qui résumait ça très bien, qui disait détruire quelque chose construit par l'homme est considéré comme du vandalisme, détruire quelque chose construit par la nature est considéré comme du progrès. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu le traitement de ces questions-là, on se rend bien compte que le progrès, la croissance verte, maintenant qu'on a partout, sont des nouvelles armes pour défendre en fait un système qui n'est pas forcément légitime par ailleurs. Et à l'inverse, les termes d'éco-terrorisme, de Khmer vert, ou même le focus qui est fait sur les Black Blocs, est une manière aussi d'utiliser le langage pour... Et d'ailleurs, on parle aussi beaucoup de violence des manifestants quand c'était des opérations dans les musées, alors qu'il n'y avait littéralement aucune violence et aucune dégradation en soi des œuvres qui étaient protégées par des vitres en plexiglas ou en verre. Donc, est-ce que, ouais, tu confirmes, il y a vraiment aussi une lutte de communication, et quelle place ça prend en fait aujourd'hui dans votre travail? C'est sûr qu'on se questionne beaucoup sur comment on peut contrer en fait le discours de l'écologie libérale dominante. Enfin, c'est vrai que pour moi, c'est l'ennemi principal actuellement. Enfin, on voit bien qu'on a de moins en moins de personnes qui frontalement nous disent « vous avez totalement tort, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dérèglement climatique et d'effondrement de la biodiversité aujourd'hui ». Par contre, là actuellement, la stratégie, c'est de dire ces activistes, ils sont ils vont vers une violence extrême, ils font de la désobéissance civile, ensuite ils vont casser des trucs, ils vont finir par kidnapper des gens ou les tuer. C'est marrant, mais pareil. J'étais sur un plateau il y a quelques jours où ils posaient vraiment la question avec un point. Si on allait vers des nouvelles brigades rouges, etc., ou des nouvelles sections d'action directe, j'étais vraiment en mode mais waouh. En fait, ça fait des dizaines d'années que le mouvement écolo existe et qu'on a une ligne rouge qui est assez simple. Même quand il y avait le Front de libération de la Terre dans les années 80, qui a fait des centaines d'incendies pour brûler des entreprises qui fabriquaient des SUV ou des entreprises qui fabriquaient des OGM, etc. Ils ont blessé aucun être vivant pendant toutes ces actions. Et du coup, c'est vrai que nous, il faut qu'on continue, mais j'ai l'impression qu'on est bien entendu, qu'on continue à appuyer notre discours sur la légitimité de notre action, sur la gravité de la situation en cours et du fait qu'on voit bien que les institutions ne feront jamais rien, qu'elles vont continuer à mener très probablement une politique écocidaire, et que du coup, aller jusqu'au démantèlement donc des infrastructures qui nous tuent, c'est tout à fait légitime. Mais c'est sûr que l'État, je pense, va continuer à essayer de nous criminaliser coûte que coûte. Et là, ce qui se passe, c'est vraiment un parfait exemple, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le récit policier qui est en train de se constituer, aussi de dire que au final,
les écolos s'allient avec l'ultra-gauche et sont en train de devenir l'ultra-gauche, les notions d'écoterrorisme. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est tellement grossier, que pour moi, ça ne fonctionne pas. Et c'est aussi hyper intéressant. C'est très grave aussi l'annonce de dissolution des soulèvements de la Terre. Et peut-être que j'y reviendrai à la fin pour ceux qui ont envie de soutenir. Mais qui a été annoncé dans les derniers jours. Ouais. En gros, là, dans 9 jours, on saura si, nos avocats sont en train de nous défendre si vraiment au Conseil des ministres, Darmanin annonce notre dissolution ou pas. Mais en fait, là, face à cette annonce de dissolution, il y a une tribune qui est signée par 40 000 personnes, dont des activistes de tous bords et aussi globalement toute la gauche. Donc en fait, on voit que je pense que cette volonté de nous criminaliser à l'extrême, elle va nulle part. Il y a beaucoup de solidarité dans le mouvement écolo, mais c'est sûr qu'en tout cas, ça nous prend énormément d'énergie en fait de faire face à cette offensive médiatique. Et d'ailleurs, c'est vraiment super d'avoir de la presse à nos côtés comme reporter qui fait vraiment un super travail ces derniers jours, de vraiment prouver en fait que l'État ment sur la gestion des blessés, etc. Et que la violence, elle est vraiment du côté de l'État et des politiques de maintien de l'ordre qu'ils ont maintenant depuis des années qui mutilent des gens et tuent des gens. Et du coup, c'est vraiment important que ça continue comme ça. Et mine de rien, j'ai l'impression qu'on avance bien toutes et tous ensemble, quoi. Ouais, peut-être que Lauriane, tu voulais réagir et peut-être dire un point sur le fait que, on en parlait tout à l'heure, c'est des médias indépendants qui vont être les seuls à pouvoir porter finalement cette vérité, parce qu'il y a quand même une connivence sinon très rapprochée du pouvoir en place. Est-ce que peut-être tu peux en dire un mot et aussi revenir sur justement comment vous traitez ça, vous, quels sont les outils que vous mettez en place et les précautions que vous prenez pour justement avoir un traitement juste de ces sujets-là? Alors, on critique beaucoup la presse mainstream. Après, il y en a qui font des efforts. Par exemple, Libération, ça fait quand même plusieurs mois, peut-être même une petite année, là, qui font un super travail. Hein. Ouais, en fait, c'est juste les journaux que tout le monde connaît. C'est-à-dire que quand vous avez parlé à votre grand-mère, Libération, Le Monde, voilà. En fait, le problème vient surtout de la télé, je pense, où là, ils ont vraiment du mal à passer le pas, parce qu'ils invitent toujours les mêmes personnes, qui racontent toujours n'importe quoi, pour des raisons que j'ignore. Parce qu'un jour, BFM m'a invité sur la canicule, et ça s'est bien passé. Et puis, je leur ai dit, mais vous savez, si vous avez besoin d'idées, de contacts, de gens pour faire un peu le contradictoire, parce que c'est ça le grand truc de la télé, c'est qu'ils veulent faire le contradictoire. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ils vont inviter Léna Lazare, des Soulèvements de la Terre, et le monsieur du FN, Andrea Kroskevich, pardon, j'écorche le nom de cet homme, mais c'est pas grave, quelqu'un du Rassemblement National, qui est vaguement spécialiste écolo. Et donc, pour eux, le contradictoire est fait. Bon, et c'est pour ça qu'en fait il y a aussi un doute qui est mis, c'est-à-dire que il y a des personnes qui racontent n'importe quoi, mais on le met sur le même plan. Par exemple, on va inviter Valérie Masson-Delmotte, qui est une climatologue extraordinaire, coprésidente du groupe 2-3 du GIEC, et à côté on va mettre quelqu'un vaguement lobbyiste, vaguement spécialiste du climat, de je sais pas d'où, d'un think tank, et en fait leur parole n'est pas égale. Leur parole n'est pas égale. Et sur les plateaux, tout est lissé. Tout le monde est à la même hauteur. Alors que, pardon, mais en fait, non, Valérie Masson-Delmotte, on ne peut pas la mettre au même niveau qu'un vague lobbyiste, en fait. Et donc, du coup, c'était un peu un rebond sur pourquoi ça marche pas. Nous, comme on fait chez Reporter, on a noué quand même des liens de confiance avec les militants et les militantes. Et puis, on essaye de ne pas faire nos charognards. Par exemple, sur Serge, on est en contact avec la famille, mais juste on les appelle pas toutes les 10 minutes pour savoir s'ils veulent bien raconter et témoigner, en fait, parce que c'est indécent, ils sont en train de vivre un drame absolu. Donc quand ils seront prêts et prêtes, et peut-être qu'ils nous rappelleront et on verra comment on fait, etc. Donc c'est aussi un truc de décence. Et d'essayer de pas presser les gens, et puis aussi de pas être les premiers. Je sais pas, par exemple, si finalement ils partent dans Mediapart, parlez à Mediapart, en fait. L'information, elle nous appartient pas. L'information, il faut qu'elle soit publique, il faut qu'elle sorte, il faut qu'une espèce de vérité soit faite, et c'est assez intéressant. Après, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est toujours le truc du journaliste militant, engagé. Enfin, on dit toujours, ah là là, vous êtes militante. Moi, en fait, je ne suis pas militante, je suis honnête. C'est-à-dire que quand je parle d'un sujet, je raconte tout,
même, j'occulte pas les informations qui me dérangent. Par exemple, sur les méga-bassines, je reviens parce que j'ai une petite obsession méga-bassine en ce moment, j'appelle la COP de l'eau. La COP de l'eau, c'est une institution qui a lancé les méga-bassines. C'est-à-dire que, petit point technique, désolé, quand on est agriculteur, on adhère à cette COP de l'eau. Et comme ça, on se répartit les quotas d'eau d'irrigation. Voilà. Donc la COP de l'eau, elle va construire ces méga-bassines à 70% d'argent public, nos impôts, tout ça, je le rappelle, parce que quand même, c'est bien de le savoir. Ouais, et donc, je les appelle pour leur demander qu'est-ce que vous pensez, notamment de la manifestation qui va avoir lieu à Sainte-Soline. Bon, ils ne m'ont jamais rappelé, c'est pas de bol. Mais j'essaye quand même d'avoir, voilà, de mettre le point de vue du contraire. Mais sauf que pour moi, ça n'a pas la même valeur que le point de vue d'hydrologues qui disent et qui expliquent très bien pourquoi ces méga-bassines, ce n'est pas bon pour les nappes phréatiques. Et en fait, il y a un consensus scientifique là-dessus. Donc voilà, c'est une question de lissage. Et je ne sais plus sur quoi je voulais finir. Voilà. Peut-être que tu veux... Et peut-être dire un mot aussi sur la difficulté qu'ont justement actuellement certains médias et certains journalistes à faire savoir leur vérité et à enquêter justement pour avoir la vérité. On parlait tout à l'heure de justement cette journaliste qui s'est fait déboulonner justement les roues de sa voiture, Morgane Large. Et voilà, c'est de plus en plus compliqué aussi, enfin, il n'y a pas forcément besoin d'en parler beaucoup, mais c'est de plus en plus compliqué de faire son métier de journaliste et de faire savoir cette vérité. Et j'ai l'impression, mais vous allez peut-être me dire ce que vous en pensez pour finir, après on fera un petit tour de questions dans la salle. J'ai l'impression de l'extérieur qu'il y a ce travail des journalistes qui est de plus en plus compliqué, surtout qu'il faut faire face à justement il faut faire un contre-discours suffisamment audible par rapport à ces médias télé ou grands médias qui ne sont pas au bon endroit. Et à la fois, finalement, vu que le législateur, entre guillemets, fait défaut, les médias se retrouvent un peu justement arbitres, finalement, et on s'en remet quand même beaucoup à eux aussi pour se faire une opinion. Enfin, en tout cas, les citoyens mettent aussi à ces médias pour se faire une opinion. Est-ce que c'est une bonne chose d'une certaine manière, en tout cas que les médias reprennent ce pouvoir-là? Est-ce qu'il y a des dérives? Comment on pourrait faire autrement? Est-ce que vous avez l'un comme l'autre? Patrick? Oui, effectivement, c'est une question importante. Bon, je rebondis pour Politis par rapport à ce que vient de dire Lauriane, mais effectivement, bon, nous, au niveau de Politis, on a notamment une charte de déontologie qui a été signée par tous les journalistes et pigistes qui viennent travailler à Politis. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est donc communément, évidemment, signé et communément surveillé. Je dirais que, effectivement, s'agissant d'un certain nombre de faits sociaux, puisqu'on parle d'écologie, eh bien, il y a par exemple la volonté, par exemple, dans Politis, chaque semaine, de laisser carte blanche à quelqu'un. Alors, pas carte blanche à quelqu'un qui est dans les médias, etc., mais effectivement, quelqu'un qui est sur le terrain. Là, dernièrement, c'était une infirmière qui racontait ce que c'est que son vécu d'infirmière, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que même y compris quand il y a soi-disant des aides à la presse, tu t'aperçois, quand tu vas sur le site du ministère de la Culture, qu'il y a un certain nombre d'aides publiques à la presse qui sont en fait complètement valorisées par rapport au nombre de tirages. Donc ça veut dire que quand tu as un média comme Politis qui tire à environ 15 000 exemplaires par an, par rapport évidemment au Monde et au Figaro, enfin pas par an, pardon, excusez-moi, par mois, par rapport au Figaro ou donc au Monde qui doivent tirer à 150 000, évidemment que là déjà clairement les paramètres sont bien politiques. Sinon, pour rebondir à ce que tu pensais, ce que tu nous as posé comme question, effectivement, il faut qu'on fasse aussi attention. C'est-à-dire que je crois qu'au niveau de la presse, évidemment, qui essaye de faire son travail honnêtement, eh bien, il y a aussi certainement cette tendance, bien sûr, quand on voit comment s'expriment les gouvernements, les entreprises, etc., peut-être à devenir cette espèce de quatrième pouvoir qui est notamment cité aux États-Unis, où aux États-Unis, effectivement, on dit que la presse est le quatrième pouvoir après les trois autres. Mais
autant je pense que c'est peut-être une tendance qui effectivement demande à être un peu construite, mais sur laquelle il faudra quand même que les journaux soient assez attentifs, parce que évidemment que peut-être que le retour de flamme, ça serait qu'au moment où, bon, pour une raison ou pour une autre, eh bien, il y a des informations qui n'ont pas pu être clairement données par ces journaux-là, eh bien, qu'ensuite, évidemment, on puisse, notamment de la part de nos adversaires, entre guillemets, nous le reprocher, voire même nous poursuivre, bon, en diffamation ou autre petit truc juridique qui nous pendonnait de temps en temps. Moi, je voulais juste rebondir. Bon, oui, des difficultés d'enquêter sur ces sujets. Juste Morgane Large, qui est journaliste en Bretagne, qui enquête sur l'agro-industrie, avec Inès Léraud, c'est celle qui a publié une BD sur les algues vertes, qui a été très lue, donc peut-être que certaines d'entre vous l'ont lu. Mais en fait, les journalistes, ils sont rien sans les gens qui diffusent des informations. Et du coup, vu qu'on aborde, qu'on parle de désobéissance civile, il faut quand même qu'on parle de Valérie Murat, parce que je ne sais pas, vous connaissez Valérie Murat ? Ah, ouf, parce qu'en fait, on est à Bordeaux et c'est incroyable. Cette femme est incroyable et extrêmement courageuse. Elle se bat contre le lobby du vin. C'est-à-dire que c'est une militante contre les pesticides. C'est une fille de viticulteur dont le père est mort d'un cancer à cause de l'utilisation des pesticides dans les vignes. Et donc, elle se bat pour dénoncer ça depuis des années. Elle a notamment dénoncé via des analyses la présence de pesticides dans le vin haute valeur environnementale, le label HVE, qui est un gros mensonge. Il y a une super enquête dans Reporter, vous pourrez la lire. Je ne vais pas détailler parce que c'est très long, mais bref, elle a donc été condamnée pour ça à 125 000 € d'amende, car elle a été attaquée en diffamation par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux détailler, mais en fait, il y a des gens comme ça qui mettent leur vie en jeu. Et il y en a vraiment partout. Et ils sont souvent attaqués en justice, donc ils ont des sommes folles à rembourser. Et en fait, c'est toute leur vie qui est en jeu. Leur carrière, leur entourage. Par exemple, la journaliste, alors bon, je passe un coq à l'âne, mais Morgane Large, en fait, on lui déboulonne les roues de sa voiture pour qu'elle ait un accident de voiture. C'est-à-dire, on ne lui crève pas les pneus, elle ne se réveille pas le matin avec les pneus crevés. C'est-à-dire que c'est plus insidieux. C'est-à-dire que elle peut juste mourir avec ses enfants dans la voiture, pour la faire taire, en fait. Et les lanceuses et lanceurs d'alerte, les gens qui sont nos sources, en fait, c'est eux aussi à qui il faut rendre hommage, parce que sans ça, on ne fait rien. Et en fait, souvent, ils perdent tout. Et il y a d'ailleurs un salon des lanceurs et des lanceuses d'alerte à Paris qui est très intéressant. Il y en a beaucoup aussi dans le médical. Enfin, c'est vraiment des gens qui ont énormément de courage et qu'on oublie un peu trop souvent en parlant des journalistes. Mais voilà, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Donc Valérie Murat, allez regarder ce qu'elle fait, parce qu'elle a une association qui s'appelle comment ça s'appelle, Alerte toxique pesticides. Et du coup, c'est le sujet en fait dans le Bordelais, parce qu'il y a énormément de pesticides qui sont utilisés sur les vignes. Il y a d'ailleurs Atmo Loire, pas Loire-Atlantique, Atmo Nouvelle-Aquitaine, pardon. À Atmo Nouvelle-Aquitaine, qui est en train de lancer un grand recensement sur les pesticides, parce que l'année dernière, tout était en hausse. Et donc, en fait, l'air est super pollué. Enfin, ici comme ailleurs, hein, mais c'est juste qu'ici, la problématique, c'est les pesticides. Voilà, donc allez vous renseigner, regardez ce que cette femme fait, c'est incroyable, et elle est très courageuse. Voilà. Très bien. Peut-être qu'on va passer aux questions de la salle, si vous en avez. Déjà, merci beaucoup tous les trois pour vos réponses. Je pense que s'il y a des choses que vous voulez ajouter, on peut aussi les ajouter maintenant, mais il nous reste une dizaine de minutes jusqu'à 16h15 pour répondre à vos questions. En attendant que vous préparez vos questions, peut-être, j'en vois une là, mais ajoute peut-être un truc rapidement. Juste, je reviens, je fais la pub pour Reporter. En fait, on est un journal sans actionnaire, sans publicité. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, les gens ils me disent « Ah, mais vous avez un… » Mais après, il faut dire de Climax, parce que je ne sais pas si… et tu vois, par exemple, allez, je ne connais pas bien Far West, mais allez les voir au-dessus, ils font un super travail, ils pourront vous raconter comment ils font. Mais, et du coup, nous, on est, voilà, juste, on est un journal, on travaille 100% avec les dons des lecteurs et des lectrices. Et donc, c'est pas pour vous dire appel aux dons, mais abonnez-vous aux newsletters et faites passer les infos, voilà… pour qu'on soit encore plus lu, parce qu'aujourd'hui on est déjà lu, mais il faut qu'on sorte en fait du milieu des écolos convaincus, quoi. Voilà.
Oui, et juste pour dire, comme j'ai dit, la coalition des soulèvements de la terre qui propose des actions depuis 2 ans contre l'agro-industrie est menacée de dissolution. Et du coup, c'est vraiment trop chouette si vous pouvez aller sur notre site et soutenir donc le mouvement en y adhérant symboliquement. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir de problèmes juridiques. Enfin, il y a énormément de gens qui l'ont fait, Adèle Haenel, Annie Ernaux, des scientifiques, Cyril Dion, même Yannick Jadot qui finalement n'est pas si rancunier parce que sa voiture a été taguée à Sainte-Soline il y a 6 mois. Et on est déjà 40 000, donc en fait c'est vraiment super face à, à ces annonces de dissolution de collectifs, même si nous on n'est pas vraiment une association, donc on va voir juridiquement comment ça se traduit, mais de montrer qu'on est contre en fait le comportement autoritaire du gouvernement. Et voilà, je voulais juste tenir à dire ça parce que c'est important pour nous d'avoir du soutien en ce moment. Bon, je fais quelques promos aussi pour Politis, hein, puisque... Non, mais voilà. Donc, j'ai quelques... Parce que nous, à la différence de Reporter, on fait aussi dans le papier, désolé, mais bon. Et donc, j'ai quelques exemplaires, là, de l'avant-dernier hebdo, puisqu'on sort le jeudi, et puis d'un numéro spécial sur les libertés. Donc, je les laisserai là, puis ceux qui veulent éventuellement donner une modeste pièce peuvent le faire. Merci beaucoup. Les questions de la salle? Il y en a là. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Non, je vais le faire passer. Si. Ah, il y en a un. Merci, bonjour. Juste, je voulais réagir par rapport à la désobéissance civile et au traitement médiatique que ça implique et ce que ça implique aussi comme réflexion en termes de stratégie pour les mouvements écolos. Un truc qui m'a frappé fortement samedi dernier, c'est que habituellement, on va dire les manifs un peu offensifs, c'est-à-dire des gens qui se masquent le visage, qui prennent les moyens avec eux de se défendre face à la police, c'est très clivant dans les mouvements écolos. Et souvent, quand il commence à y avoir un petit peu d'affrontement avec la police, une grosse partie de la manifestation se barre et laisse ceux qui assument l'affrontement avec la police tout seuls. Samedi dernier, il y a eu, on l'a dit, 30 000 personnes. Et ce qui m'a énormément frappé, c'est que tout le monde est resté. La plupart des gens se sont dit oui, il faut rester, c'est important. Il faut soutenir les gens qui ont le courage de tenter de se défendre. Et on a vu qu'il y avait effectivement aussi des gens qui lançaient des pierres, qui ont lancé des cocktails Molotov. Il y a eu des véhicules de la gendarmerie qui ont brûlé. C'était impressionnant tout ça. On se disait, il y a des gens qui assument ce rapport de force-là et qui ont le courage de le faire avec les risques que ça prend. Et j'ai trouvé que c'était peut-être la première fois, en tout cas sur ces dernières années, qu'il y avait ça qui était assumé. Se dire, ok, il y a différents répertoires de lutte, mais là, cette fois-ci, on va être conséquent. On va se dire que le rapport de force, maintenant, il est à nu. Et on va assumer l'affrontement avec ce qui représente l'État à ce moment-là, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez fait la même réflexion samedi dernier. Du coup, je vais peut-être répondre là-dessus. En fait, moi, je pense qu'il y a eu énormément de remise en question du mouvement écolo suite à la manif qu'on a faite de convergence avec les Gilets jaunes, notamment à Paris, mais il y en a eu d'autres ailleurs. Et que en effet, il y a plusieurs orgas écolos assez anciennes qui ont un consensus de non-violence assez strict et qui du coup fait qu'ils n'ont vraiment pas envie d'être à côté d'autres collectifs ou d'autres d'activistes qui ont un rapport plus offensif vis-à-vis des forces de l'ordre, etc. Mais je pense que voilà, il y a eu, les écolos en fait ces dernières années se sont quand même beaucoup, les écolos des assos peut-être du mouvement climat, voilà, les plus traditionnels se sont beaucoup plus mélangés aux mouvements sociaux et en fait ils ont compris, en tout cas moi c'est l'impression que ça me donne, on a compris en fait d'où venait la colère des gens qui ripostaient face à la police. Et on s'est rendu compte aussi que c'était pas du tout à notre avantage collectivement de se désolidariser en fait des manifestants, quelle que soit leur pratique. Après, moi, j'ai l'impression que ce soit Notre-Dame-des-Landes typiquement ou à Sivins, etc. Il y a déjà eu en fait des grosses mobilisations écolo avec des pratiques très diverses vis-à-vis de la police. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ayant parlé notamment avec des personnes qui étaient dans la mobilisation à Sivins ou à Notre-Dame-des-Landes, et c'est pour ça que je suis très fière de nous aussi, c'est que là, vraiment, personne s'est désolidarisé aux bassines, alors que les dernières fois, il y avait eu quand même plus de scissions et de débats en interne. Et on se rend compte, on s'est tous rendu compte qu'on était plus forts en fait
en faisant bloc, sans mauvais jeu de mots, en tant que manifestante et manifestant. Et pour moi, c'est aussi à corréler avec les violences policières qui sont vraiment atroces ces dernières années, que ce soit pendant les Gilets jaunes ou même là, ce qu'on voit lors des manifs sauvages avec la Brave à Paris, ou ce qu'on a vu, bien entendu, à Sainte-Soline, avec ses 40 blessés graves et ses 200 blessés. Et il y a aussi toute une réflexion, à mon avis, sur la police, en fait, qui s'est entamée, de comprendre que c'est quand même que la police a été créée pendant les premières grosses mobilisations du mouvement ouvrier pour réprimer ces mouvements, et que la police, elle a un but politique, que c'est pas des gardiens de la paix, et que si on lit ça en plus au fait qu'on a de moins en moins de place pour manifester parce qu'il y a plein de manifs qui sont interdites, etc. En fait, on comprend beaucoup plus pourquoi des personnes en arrivent là, même si c'est pas inscrit dans les modes d'action de nos mouvements ou associations de base. Mais oui, je pense qu'on peut se partager ça, et que c'est quand même assez rare, ce genre de convergence très globale avec des gens qui viennent de tous les milieux pour un enjeu écologique. Mais je pense aussi que justement la lutte contre les méga-bassines, elle a dépassé cet enjeu strictement écolo. La manif, elle a été portée par plus de 200 organisations qui viennent de tout le mouvement pour la justice sociale et écologique. Voilà, désolé, c'était peut-être un peu long, mais... Alors bonjour, excusez-moi. Alors je vais vous poser une question qui va faire très BFM, excusez-moi, promis, ça va pas piquer. Oui. Non, c'était par rapport, là vous avez mentionné Valérie Murat et ce qui lui arrivait avec cette somme absolument débile, c'est une attente à sa vie sociale en fait, et vous avez parlé aussi des déboulonnements des roues de voiture. Et là on voit qu'il y a quand même une violence certaine qui s'oppose au mouvement contre, pour les droits sociaux et les droits de la terre. Et d'où ma question au BFM. Moi, dans ma génération, je sais que ça gronde très très fort contre ça. Et je sais qu'il y a une très grande rage. Là, j'utilise des mots un peu, un peu spectaculaires. Voilà là-dessus. Et en fait, ces questions-là de est-ce que on va le faire ou pas, d'aller plus loin dans la militance pour faire des trucs plus vénères, si je puis me permettre, se pose vraiment. Est-ce que vous craignez ça, l'émergence de ce genre d'acte, en fait? Parce que moi, c'est mon avis, c'est que j'ai vraiment peur, ou pas, je sais pas, je sais toujours pas, que ça survienne à un moment ou à un autre. Et je suis incapable de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Le mood, désolé. Moi, mon travail, c'est pas de juger les choses. C'est pas de dire c'est bien ou c'est mal. Mon travail, c'est de rapporter des faits. Donc, si jamais la jeunesse qui est à la rage, et je comprends, hein. Moi, j'ai 38 ans et j'aimerais pas en avoir 20. Et non, mais désolé, hein. Et en fait, je les comprends. Et en fait, si ça arrive, moi, mon travail, ce sera pas de dire c'est bien ou c'est mal. C'est pas un travail de journaliste. Mon travail de journaliste, c'est d'expliquer pourquoi les gens en arrivent à un tel niveau de rage, de les interviewer. Voilà, toi, pourquoi tu as envie de faire ça? Pourquoi tu en es arrivé à vouloir faire... Alors, je ne sais pas ce que tu entends par acte encore plus grave, parce que Léna, elle a quand même bien expliqué la limite du mouvement climat, qui est les atteintes envers les personnes. Parce que pour le moment, il y a un énorme consensus, hein, c'est genre les atteintes envers les biens, voilà, des armements, etc. Mais moi, j'ai jamais entendu personne dire « Ah là là, on va kidnapper ». Contrairement à, par exemple, dans le mouvement social, hein, il y a quand même des salariés qui kidnappent leur chef d'entreprise. Hein. Ça arrive, hein, c'est pas non plus... Et à nouveau, hein, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un fait. Moi, je suis journaliste, je suis là pour... Il y a un fait, je le prends, j'écris dessus et je l'analyse. Voilà. Donc du coup, je suis désolée, je sais pas si je réponds vraiment à ta question en termes de crainte, mais en fait, les gens en ont tellement marre. Moi, j'habite à Paris et j'ai suivi quelques manifs sauvages, comme on dit, même si j'aime pas trop ce terme, je sais pas ce que ça veut dire sauvage en fait. C'est juste des gens qui en ont marre et qui vont le dire dans la rue et qui vont cramer des poubelles parce qu'il y en avait vraiment énormément. Et attention, soutien aux pauvres gens qui ramassent ces poubelles et qui vont devoir travailler encore plus longtemps pour un travail atroce, mais les gens ne veulent que tout cramer. J'ai jamais vu une telle rage.
D'habitude, ils veulent juste défoncer un McDo et puis une petite banque qui traîne par là. Là, en fait, waouh! Donc voilà, on en est arrivé à un tel niveau de rage que peut-être que ça va arriver, mais à nouveau, moi, je ne serais pas là pour le juger, je serais là pour le raconter, quoi. Je crois qu'on est quasiment au bout de notre temps autorisé. Mais je pense qu'on peut prendre encore une question. Je crois que, madame, vous aviez une question. Merci. Oui, oui. Merci déjà pour votre exposé. Je vais essayer d'être brève. Ma question, c'est surtout à Léna et après à Patrick. Alors Léna, vous avez dit tout à l'heure, je suis contente parce qu'on sent qu'on a progressé. Et j'ai entendu aussi à côté qu'on était sur le point de vous faire disparaître, on va dire, juridiquement parlant. Donc bon, je trouve ça un petit peu étonnant de dire ça, de dire que vous avez progressé, mais j'espère, hein, si vous le dites, j'y crois et j'espère pour vous. Et à côté, de dire, vous dites par exemple, oui, je me suis un petit peu perturbée, et je me rends pas compte si ce que vous faites quand vous dites vous désarmez donc les fameux bassins, je trouve ça génial. J'en avais très peu entendu parler, mais je trouve ça très génial, vraiment très bien. Le fait que vous fassiez des choses comme ça, que vous attaquiez pas aux personnes, je trouve ça très très bien. Je pense qu'il faut s'attaquer aux biens, mais pas du tout aux personnes. Et par contre, ils ont de tels moyens qu'ils vont les reconstruire aussitôt. Donc pourquoi? Bon, on va y revenir. Et l'autre question, c'est donc pour Patrick. Vous avez dit tout à l'heure qu'une autre autorité avait montré un texte où il était écrit « Vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire, etc. etc. » Bah, c'est une faute grave. Hein, et pourquoi il ne se passe rien? Donc, qu'est-ce que vous, tous, et nous, pouvons faire face à ça? Parce qu'on s'aperçoit qu'on a des personnes au-dessus, très au-dessus, autour, qui ont des très gros moyens. Et j'ai l'impression que c'est dur. Donc, je suis contente que vous dites que ça avance, mais des fois, je suis un peu inquiète. Voilà. Merci de m'avoir laissé la parole. Moi, j'ai l'impression que le mouvement écolo, il est très déterminé, il est massif. Et du coup, je pense que voilà, les choses avancent. Je sais plus, je crois que j'ai dit qu'on avait progressé aussi sur la convergence avec les mouvements sociaux. Je sais plus exactement quand j'ai dit ça. Par contre, c'est vrai que le gouvernement est de plus en plus autoritaire et que c'est très, très inquiétant. Enfin, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, là, quand même, ça a été relevé par l'ONU, qui dit que c'est intolérable ce qui s'est passé. Le gouvernement français, il est aussi épinglé par la Commission européenne des droits de l'homme. Donc voilà, moi j'espère que la pression internationale va être telle que, voilà, qu'en tout cas il y aura des changements au niveau du maintien de l'ordre, même si je pense que les choses sont beaucoup plus profondes et systémiques que ça, mais voilà, j'espère qu'en tout cas ça va les mettre en difficulté et qu'il y aura certains avancements pour le mouvement social, pour le mouvement écolo et vis-à-vis de la répression face à ça. Sinon, pour les bassines, en fait, notre lutte, vraiment, pour le coup, là, concrètement, je peux dire qu'elle avance. Déjà, je pense qu'on est tous hyper sonnés par ce qui s'est... voire même, moi, je pense que j'étais vraiment dans un état post-traumatique, quoi, en rentrant de la manif. J'ai géré les blessés pendant 2h30. J'ai rarement vu ça. Mais en fait, malgré ça, et malgré le fait qu'on ait été tous très choqués par ce qui s'est passé, là, j'ai croisé que des gens à Paris pendant une semaine... qui ont vraiment dit, en fait, ça nous a donné la rage et on reviendra. Et quand Lauriane parle aussi justement des manifs dans le cadre de la réforme des retraites, etc. Moi, j'ai l'impression que voilà, les gens sont très déterminés, que ce soit sur les questions sociales ou écologiques. Et en fait, les bassines, on voit qu'il y a des victoires là. Déjà, il faut savoir que nous, on se bat contre le protocole des Deux-Sèvres qui concerne 16 mégabassines. C'est le premier protocole test. Et en fait, on se dit que s'il fonctionne, il y en aura partout. Et il commence à y avoir des rumeurs parce qu'on a des comités de vigilance contre les mégabassines et tout. Mais depuis, ils ont signé un protocole dans la Vienne. Et il se trouve que même la Chambre d'agriculture de la Vienne, actuellement, dit qu'elle a des réserves en fait, à ce que ce projet se fasse. Alors que c'est la Chambre d'agriculture qui est tenue par la FNSEA. Il y a des études scientifiques publiques qui sortent dans les Deux-Sèvres, c'est juste qu'elles ont mis énormément de temps à sortir et on n'a toujours pas l'étude sur les milieux, que je pense qu'il va montrer que vraiment ces projets ne peuvent pas fonctionner. Pour l'instant, dans les Deux-Sèvres, on n'a qu'une étude qui parle du niveau des nappes, mais qui ne prend pas dans son modèle en compte les effets du dérèglement climatique. Donc comment dire qu'elle a été démontée par de nombreux hydrologues.
Mais du coup, dans la Vienne, là, il y a des études scientifiques qui montrent que c'est vraiment n'importe quoi de faire ça. Et du coup, il y a de nombreux élus, etc., qui s'y opposent. Et en fait, j'ai l'impression que dans la Vienne, ça va être très compliqué pour que ça passe. Et si on revient au Marais Poitevin et aux Deux-Sèvres, on a obtenu des documents qui montrent que Groupama est de plus en plus réticent à assurer les chantiers. Enfin, en fait, ces chantiers, ils coûtent de plus en plus cher. Enfin, la bassine de Mosée-sur-le-Mignon, qui est la première bassine qui a été construite, et je vais essayer d'être bref parce que je sais qu'il faut qu'on finisse. Si vous passez à côté un jour de Mosée, mais vous allez voir, c'est un truc de taré. En fait, ils ont tellement peur que des gens viennent mettre un coup de cutter dans la bâche parce qu'il y a 13 bassines qui ont été démontées. Il y en a une qui a été démontée par nous en manif, mais le reste, en fait, c'est vraiment une contestation populaire dans les Deux-Sèvres qui dure depuis des années et qui fait que les gens, en fait, la nuit, ils vont enlever les bâches des bassines, quoi. En fait, la première bassine qui a été construite dans les Deux-Sèvres, dans le cadre du protocole, donc de manière plus légale que les autres qui ont été jugées légales, etc., elle est totalement bunkerisée. Il y a des agents de sécurité. En fait, la sécurisation des bassines leur coûte beaucoup trop cher. Et ça fait que là, dans la COP de l'eau, qu'on soit irriguant ou pas, le mètre cube de l'eau coûte plus cher. Et en fait, ça crée des contestations au sein de la coopérative de l'eau qui sont assez importantes. Et là, en fait, les gens qui habitent dans le Marais aussi, ils ont commencé à voir des irrigants arriver et dire faudrait qu'on discute quand même, etc. Enfin, qu'ils s'ouvrent au dialogue. Mais ils s'ouvrent au dialogue parce que je pense qu'ils commencent à flipper sévère et que maintenant, en fait, pour des questions d'acceptabilité sociale, c'est compliqué en fait d'habiter près du Marais, qui est donc la deuxième plus grosse zone humide de France, où les gens sont très attachés à ce territoire-là, et dire je suis irrigant. Et en fait, pour les gens, ça commence à être très compliqué d'assumer ça, même si c'est gros des patrons d'entreprises agro-industrielles. Donc là, en souterrain, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et moi, je ne serais pas si optimiste que ça à l'avancement de ces projets. On verra, hein. On verra. Actuellement, le seul qui veut vraiment passer tout en force en s'en fichant de la contestation, c'est l'État, qui est vraiment dans ce truc de bras de fer avec la population sur tous les sujets de contestation sociale et écologique. Et peut-être pour finir vraiment vite fait, mais tu répondras là-dessus, sur ce qu'on peut faire. Moi, vraiment, ce qui me semble vraiment super dans le mouvement écolo et vraiment très encourageant en ce moment, c'est les luttes territoriales, qu'elles soient contre les méga-bassines ou contre d'autres choses. On a parlé de la Bretagne, il y a des gens qui se battent contre les fermes-usines en Bretagne, qui gagnent des recours juridiques, etc. Et pareil, il y a beaucoup de choses qui sont en train de basculer, je pense, en Bretagne face à l'agro-industrie, même si c'est très dur. Il y a une super carte qui a été créée par Reporter, qui est la carte de toutes les luttes locales de France. Il y en a 600 qui sont répertoriées et on sait qu'il y en a beaucoup plus. Et en fait, je vous encourage à regarder en fait quelles sont. Enfin, je sais qu'il y avait la lutte contre l'aérodrome de Saint-Émilion qui a été gagnée près de Bordeaux, mais je vous encourage à regarder quelles sont les luttes locales près de chez vous et à rejoindre ces luttes-là, parce que c'est en s'opposant à tous les projets écocidaires qu'ils veulent faire dans le territoire, je pense qu'on va réussir à créer une dynamique de résistance qui fait que d'abord on va annuler ces projets et qu'ensuite on permettra à certaines infrastructures de disparaître, et aussi ça permet aussi de se rencontrer et de réfléchir à qu'est-ce qu'on porte comme alternative radicale aussi pour créer la société juste et écologique de demain. Et voilà, du coup je finirai sur ça. Un petit mot de Patrick pour finir, et après on va devoir libérer la peu salle, long, je suis désolée, désolée. Non mais en même temps ça valait le coup. Oui, pour te répondre, effectivement, en fait, la question, c'est que tu as tout un tas de dispositions d'ordre environnemental et juridique qui sont dispersées dans des tas de documents et notamment dans des tas de codes. Mais effectivement, le souci, c'est que sur ces questions d'accès du public à un certain nombre d'informations, c'est un certain brouillard qui fait que nous, en tant qu'association, on a un devoir, je dirais, supplémentaire d'information du public, parce que c'est tellement confus, c'est tellement énorme, qu'effectivement, je comprends que n'importe quel citoyen ne va pas passer 1 heure ou 1 heure et demie à chercher quelle est la disposition qui prévoit qu'éventuellement le public peut demander, parce que c'est un droit qui est marqué dans le Code de l'environnement, de demander à l'exploitant EDF quels sont les impacts de l'exploitation de sa centrale et d'aller dans le détail des informations que EDF doit te donner. Bon, après, évidemment, ça ne veut pas dire que EDF va aller rapidement te donner l'information et puis évidemment donner tous les détails, mais je veux dire que c'est déjà un premier pas, mais évidemment que c'est un gros travail de la part des assos de montrer au public qu'effectivement, lui aussi, à son premier niveau, je dirais, peut solliciter un certain nombre d'industries,
d'exploitants et autres, pour montrer que effectivement, eh bien, il y a aussi un mouvement un peu collectif qui surveille ce que font ceux qui sont censés donc être en phase normalement avec la protection globalement de l'environnement. Ce sera un bon mot de conclusion, je pense. Merci à tous les trois. Merci Lauriane, merci Léna, merci Patrick. Merci à vous de vous être intéressés à cette question. Et n'hésitez pas à soutenir, donc, comme on le disait, les Soulèvements de la Terre, Politis, Reporters, Climax aussi, qui, je précise, n'est pas le festival qui est organisé à Darwin, mais un média indépendant. Et voilà, je crois que Marine veut dire un mot sur voilà, la suite de ce qui vous attend. Merci beaucoup. Je vais aussi dire merci parce que c'était tout simplement passionnant et merci en plus avec cette semaine extrêmement intense, je sais pour chacun et chacune d'entre vous d'être là. On se retrouve à 16h45 pour la conférence dédiée à l'investigation et au procès Bayon avec Leïla Minano de Disclose, Sophie Le Gall de Cache Investigation, Antoine Champagne de Reflet et Camille Polony de Mediapart et du Fonds pour une presse libre. En attendant, vous pouvez aller faire un tour à l'étage au stand. Il y a des librairies, il y a pas mal de livres qu'on a évoqués là. Il y a également des dédicaces. Donc on vous retrouve à 16h45 et sinon, à tout à l'heure.